Salut à tous et bienvenue dans Auto Techno, l'émission qui vous aide à décrypter les évolutions de la mobilité. On parle ici de voitures connectées, de voitures autonomes et de solutions pour rendre la voiture plus propre. Et on a du lourd aujourd'hui car les meilleurs experts de la voiture autonome seront sur le plateau d'ici un petit quart d'heure pour faire le point sur les progrès techniques. Vous saurez donc tout sur la voiture autonome. Bienvenue à bord pour 50 minutes d'innovation. Elle sera fidèle au poste toute la semaine, c'est bien sûr Cindy Lavru du CCFA pour la revue de presse. Salut Cindy. Salut. Alors, les news du jour. Alors, 3 infos se dégagent ce matin. Premièrement, BMW présente 2 modèles électriques sur le salon. Ensuite, le constructeur chinois Zoeté va fabriquer une voiture autonome en 2018. Et enfin, on a Toyota qui lance un mini-robot de compagnie. Alors, on commence par ces fameux nouveaux modèles électriques de BMW. Voilà. Je ne les ai même pas vus d'ailleurs. Donc, ils sont sur le stand, évidemment, de BMW. Il y a 2 modèles, une mini électrique, évidemment, et le BMW X3 électrique. Donc, le patron de BMW a annoncé qu'ils afficheraient un prix et une autonomie compétitifs. Et ces 2 modèles, en fait, font partie de la deuxième vague du développement de l'électromobilité de BMW, puisqu'ils arrivent après les i3 et i8. Donc, d'ailleurs, BMW a annoncé qu'il comptait vendre 60 000 véhicules électrifiés, donc c'est électrique et hybride rechargeable, dans le monde cette année. Et Cindy qui fait ça sans regarder le prompteur et sans regarder son texte, chapeau. Hein. On enchaîne avec la voiture autonome qui arrive donc en Chine. Oui, donc la Chine n'est pas en reste. Le constructeur chinois Zoeté, c'est un petit constructeur qui a annoncé qu'il fabriquerait une voiture autonome en 2018. Donc le prototype qui se base sur un crossover T600 a déjà été fabriqué en mai et testé sur 6000 km. Donc Zoeté a mis sa connectique et sa télématique propre. Et c'est le deuxième constructeur chinois à tester des voitures autonomes, puisque Changan a déjà testé une flotte sur un trajet de 2000 km entre Chongqing et Pékin. On regardera sur Google Maps où ça se trouve, hein, mais en tout cas on voit qu'il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a la Chine. On termine avec un mini-robot chez Toyota. Voilà, donc Toyota qui lance un mini-robot qui s'appelle le Kiribo Mini. Donc c'est le petit frère du Kiribo qui avait été envoyé sur la Station Spatiale Internationale, qui avait passé 18 mois dans l'espace donc. Et donc ce mini-robot, c'est un compagnon de vie il peut converser, il réagit à la voix de l'interlocuteur, et s'il est relié à une voiture, il peut servir de copilote, par exemple, dire qu'il faut se faire une pause si un trajet est trop long. Et donc voilà. Et donc Toyota a annoncé qu'il y aurait une intelligence artificielle, puisqu'au départ il ne sait pas faire grand-chose, et il apprend à nos côtés. Tu parles du robot, pas Toyota, évidemment. Bien sûr, le robot. Merci Cindy, on te retrouve demain bien sûr pour une nouvelle revue de presse. On continue avec la question du jour. La question du jour, peut-on louer son véhicule avec un smartphone? La réponse est oui. Et on en parle avec notre première invitée, Marion Carrette, fondatrice de Wecar. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous faites de la location entre particuliers et c'est désormais de la location connectée. Exactement. Wecar, c'est un site de location de voitures entre particuliers. Donc on propose à des propriétaires de voitures qui ne l'utilisent pas tous les jours de la mettre en location sur notre plateforme et à des locataires de venir la louer. Et donc on a 30 000 voitures aujourd'hui à louer, 800 000 membres. Et on avait une question récurrente qui revenait, c'est quand même dommage, je passe à côté de location, j'étais pas là le week-end dernier, on m'a demandé ma voiture, à 1 heure près on s'est loupé, etc. Donc on avait de plus en plus de gens qui nous réclamaient une solution pour permettre de louer une voiture sans avoir à s'échanger les clés. Donc on a réfléchi beaucoup, on a regardé un peu les technos et on a proposé depuis 2 semaines à peu près une solution qui s'appelle Wecar Connect, qui est le fruit de plusieurs mois, voire années de travail, qui est un boîtier qui s'installe dans la voiture du propriétaire. C'est très simple, c'est une installation, ça prend 15-20 minutes. Et ce boîtier permet d'ouvrir la voiture directement avec l'application Wecar depuis son smartphone. On a notre smartphone qui remplace la clé de voiture. Alors on va découvrir en images ce service Wecar Connect, puisqu'il y a une petite vidéo qui permet de mieux comprendre. Alors, qui est le fournisseur de ce service? Enfin, vous avez un partenaire pour proposer cela?
Oui, alors en fait, nous, on a étudié un peu toutes les solutions qui existaient sur le marché. On a opté pour une solution qui est une filiale de Continental, donc c'est OTA Keys. C'est un boîtier très simple qui fonctionne en Bluetooth, donc ça permet évidemment d'ouvrir la voiture, y compris au 3e sous-sol d'un parking, ce qui est très important pour nous. Les autres boîtiers, en général... Parce que si on n'a pas de réseau, sinon c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, donc nous, il nous faut évidemment du réseau à un moment donné pour pouvoir envoyer la clé virtuelle, mais quand vous êtes au moment de prendre la voiture, vous pouvez être dans un sous-sol de parking. La plupart des autres solutions demandaient un réseau au moment où on avait besoin d'ouvrir la voiture. Alors téléphone, oui, j'imagine que ça marche si on a un iPhone ou un téléphone Android. Ça marche sur tous les smartphones. Ça, c'est une bonne nouvelle. À condition d'avoir l'application WeCar. Donc voilà, il faut avoir téléchargé l'application. Et tout se gère depuis son smartphone. Avec, c'est assez impressionnant, hein, on le voit à l'écran. On a juste à appuyer sur un bouton et la voiture s'ouvre. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de connectivité ici sur le mondial, donc j'imagine que c'est perçu comme étant un gage de modernité, forcément. Est-ce que des constructeurs automobiles vous ont approché par rapport à cela? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des partenariats et même certaines marques qui viennent investir dans des startups. Oui, alors nous, on travaille... En fait, on a la SNCF qui a investi beaucoup d'argent chez nous l'année dernière. C'est aussi une bonne maison, ils ont un petit peu d'argent, ça peut servir. Ils ont investi 28 millions sur la plateforme avec vraiment une logique de porte-à-porte. Donc on travaillait avec eux notamment sur tous les véhicules de service. Ils ont 20 000 véhicules de service dans leur flotte et ce sont des véhicules qui en général le week-end ne sont pas tout le temps utilisés. Donc on installe des boîtiers dans ces voitures pour permettre une location finalement en bout de trajet. Donc c'est vraiment la logique de la SNCF, hein, du porte-à-porte, donc permettre d'aller au bout de son trajet grâce à une location de voiture entre particuliers. Et puis on a Volvo qui nous a sélectionné pour équiper sa Volvo V40 de boîtiers et permettre comme ça de louer des Volvo V40 sur la plateforme WeCar. Vous avez une dizaine de voitures à louer pour la tester. Elles sont toutes neuves, elles sont magnifiques, donc je vous encourage à le faire. Alors, vous faites des démos en live sur le salon, il faut le dire. Il y a notamment une, je crois, qui est prévue aujourd'hui. Oui. Vous faites ça chez Voiture Noire. Oui, alors on a été invité par Voiture Noire de manière très sympathique à aller sur leur... Ils seront d'ailleurs là sur ce plateau demain. D'accord, sur leur stand. Donc on a équipé, on travaille avec Voiture Noire, on a équipé des voitures chez eux de boîtiers pour montrer effectivement qu'on pouvait la louer à distance et puis là arriver avec son smartphone. Et donc on voit vraiment la démo comme dans le film, hein, sur le stand. Ah oui, vous arrivez, vous ouvrez la voiture. D'ailleurs, ça nous a bien fait rire parce que quand on est arrivé le premier jour sur le salon, à distance, à 2 mètres, on a ouvert la voiture et c'était mais qu'est-ce qui lui arrive? Et c'était nous qui avions les clés finalement puisque notre smartphone devient la clé. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de fond. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui sont naturellement de la location entre particuliers et finalement, ils arrivent tous progressivement à ce boîtier connecté. Oui, tout le monde réfléchit à des manières plus simples, y compris les loueurs traditionnels. Alors j'estime moi que les loueurs traditionnels auraient dû s'y mettre depuis longtemps, puisque finalement ça reste très laborieux. Quand on va chercher une voiture dans une agence, on fait souvent la queue, ça prend toujours un petit moment. L'avantage chez nous, c'est que maintenant, en 3 minutes, vous faites l'état des lieux grâce à votre smartphone, vous faites le tour de la voiture, vous prenez des photos, le boîtier renvoie automatiquement le niveau d'essence, le nombre de kilomètres, et tout se fait en 5 minutes, alors qu'on fait encore la queue aujourd'hui chez les loueurs traditionnels. Bien sûr. Alors, le salon, cette année, s'ouvre davantage aux startups et aux nouvelles mobilités. Vous l'avez ressenti sur le salon. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on voit encore beaucoup de belles grosses voitures. Mais en même temps, c'est un peu pour ça que les visiteurs viennent à la base. Hein. Tout à fait, c'est normal. Mais on sent qu'il y a vraiment une évolution. On parle de plus en plus de mobilité, de nouvelles solutions, de connectivité. Donc on sent qu'il y a des évolutions. Ça va dans le bon sens. Nous, on est là pour dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer toutes les voitures. Il faut repenser l'usage de la voiture. Et voilà, peut-être... avoir finalement deux finalités, une finalité très fonctionnelle où on a besoin d'un véhicule pour se déplacer, où là, à mon avis, on va plutôt aller vers du transport public quasiment, la voiture transport public. C'est-à-dire que si on veut prêter sa rame de RER, on peut le faire avec un boîtier connecté, c'est ça? On va rester sur la voiture pour l'instant. Mais... Ah, la voiture toujours. Oui, la voiture. Et puis un autre usage de la voiture qui sera plutôt un usage plaisir, où là, on se fera plaisir avec des belles voitures électriques si possible. Mais... Bon, un mot peut-être des projets de WeCar, sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, WeCar, on travaille sans cesse à améliorer l'expérience utilisateur. Hein, c'est le propre des startups et de toutes les applications qu'on voit. On veut vraiment aller vers une expérience absolument fabuleuse. Donc, on travaille encore le produit. Et puis, l'objectif, c'est de se déployer international l'année prochaine, en 2017.
Très bien, merci d'être passé nous voir, Marion. Merci à vous. À suivre la présentation d'un système de dépollution diesel encore plus performant. Et on accueille Jean Bériel de Faurecia. Bonjour. Bonjour. Alors, rappelons que Faurecia est un équipementier français, le 6e mondial. Et donc, alors que le diesel a été vivement critiqué et continue de l'être, un peu tous les jours, en tout cas dans la presse, beaucoup, eh bien, même si le scandale Volkswagen a finalement fait beaucoup de mal à l'image du diesel, le progrès technique est toujours là. Et justement, vous présentez sur votre stand une nouvelle solution. On appelle ça le SCR solide. En 2 mots, de quoi s'agit-il? D'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique des moteurs diesel est de réduire les oxydes d'azote. La meilleure solution, c'est ce qu'on appelle le SCR, qui va utiliser un réducteur. Ce réducteur, c'est un liquide que vous connaissez sous le terme d'AdBlue, un mélange d'urée et d'eau. La problématique de ce réducteur, c'est qu'il ne fonctionne qu'à partir de 180 degrés. Ce qui veut dire il faut que le véhicule ait le temps de chauffer, c'est ça. Exactement. Donc nous avons développé un SCR solide, c'est-à-dire de l'ammoniac gazeux que nous allons retenir sous phase solide jusqu'à 50 degrés. Et cet ammoniac gazeux, nous sommes capables de l'introduire dans la ligne d'échappement et ça nous permet d'atteindre des niveaux de réduction de NOx jusqu'à 99%. Les NOx étant les oxydes d'azote. Alors, on va découvrir pendant qu'on parle donc une petite animation sur ce système, donc mise au point par Faurecia, et vous l'appliquez aujourd'hui sur des bus à Copenhague. Exactement. Donc le système est déjà dans la rue. Nous avons une flotte de 295 bus qui tournent à Copenhague, sur lequel nous avons 95 à 99% de réduction des oxydes d'azote. Et par rapport à un système AdBlue qui était sur une performance de l'ordre de 30%. Donc il y a un vrai gain pour l'utilisation urbaine sur les bus. Nous avons aussi des bus en préparation à Londres, une 50aine de bus, et nous espérons que Madame Hidalgo nous écoute et nous donnera une possibilité. Je ne suis pas sûr qu'elle nous écoute, Paris. mais en tout cas on essaiera de lui faire passer le message. Ce sera avec plaisir. Est-ce que ça pourrait arriver un jour sur des voitures ? Alors aujourd'hui, au salon, nous sommes au hall 1, vous pourrez voir des propositions que nous faisons aux constructeurs automobiles, soit pour essayer d'atteindre l'intervalle de vidange avec notre système, permettre d'avoir un intervalle de vidange entre 20 000 et à 30 000 km, permettant à l'utilisateur final de ne plus remplir son réservoir d'AdBlue. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que sur les diesels modernes Euro 6, on met un additif et que cet additif, il faut le changer de temps en temps. Et ça se passe chez le concessionnaire en général. Ça se passe chez le concessionnaire. Dans le futur, vous devrez sans doute le remplir en station-service. Le réseau n'est pas encore totalement équipé. Et l'AdBlue aussi est corrosif, donc il ne faut pas en faire tomber sur vos vêtements. Donc c'est une solution intéressante pour les constructeurs. Nous avons aussi une autre solution qui est de petites cartouches permettant à l'utilisateur de changer ses cartouches tous les 3000 km. Ça sera un peu le Nespresso du diesel là ? C'est ce qu'on espère avec le même succès que Nespresso. Il faudra aussi choisir un acteur connu naturellement pour faire tout ça. Nous essayons de faire un bon casting. Alors, à quelle échéance on pourrait retrouver ce système finalement sur le plan industriel ? Aujourd'hui, nous sommes en phase de discussion avec nos clients afin de trouver le bon business model et amener une valeur à l'utilisateur final. Je pense que c'est un système que nous verrons aux alentours de 2020 dans cet horizon. Bon, vous êtes confiant sur le fait qu'on peut restaurer l'image du diesel avec ce genre d'innovation qui réduit de façon sensible la pollution ? Je pense qu'il faut se rappeler que le moteur diesel a quand même un écart de consommation de 15 à 20% par rapport à essence. On parle beaucoup des polluants, des oxydes d'azote, des particules. On a aussi un objectif de réduction de consommation, 95 grammes en 2021. Donc le diesel est une des solutions possibles avec les véhicules hybrides, les véhicules électriques. Et ce mix de solutions aujourd'hui nous accompagnera pour atteindre les 95 grammes de CO2. Et vous continuez bien sûr d'avoir des marques d'intérêt de la part des différents constructeurs mondiaux. Nous essayons de les convaincre. Merci Jean Bériel. Vous verrez d'ailleurs la semaine prochaine pour parler d'un autre système de dépollution, mais cette fois sur l'essence. On parlera du filtre à particules, mais oui, qui arrive sur l'essence. Mais dans l'immédiat, on va plutôt parler de la voiture autonome. Stéphane, j'ai un problème d'oreillette.
Et je vous l'avais dit, nous avons réuni sur ce plateau, ils sont d'ailleurs pas tous là, mais ils sont en train d'arriver, donc nos différents experts autour de la voiture autonome. Je vais commencer par Guillaume de Vauchel, Valeo, directeur de l'innovation. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci de vous libérer tous. Bruno Bourguet, donc pour HERE, c'est un cartographe. Bonjour. Voilà, ex-filiale de Nokia et donc racheté par Audi, BMW et Daimler. On poursuit avec PSA Thierry Lehay, le spécialiste des voitures autonomes et connectées. On a eu l'occasion d'ailleurs tous les deux de faire un tour en C4 Picasso autonome. C'était juste avant le mondial de l'automobile. On en reparlera naturellement tout à l'heure. Et Rémi Bastien, qui représente l'alliance Renault-Nissan, donc en charge de la prospective sur le véhicule autonome. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Je précise vraiment à ceux qui nous regardent que ce sont vraiment les grands experts de la voiture autonome en France. Alors, avant toute chose, j'aurais souhaité vous montrer une vidéo. J'espère que ça va marcher parce que autant tout le monde connaît les 24 heures du Mans, les 24 heures du périphérique, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on va voir a priori, si tout va bien, derrière nous. Sinon, vous allez nous raconter ça, Guillaume de Vauchel. Vous avez fait tourner une voiture autonome pendant 24 heures sur le périphérique parisien. Absolument, chacun connaît les conditions de circulation pas faciles du périphérique. Anarchique même, on pourrait dire. Anarchique, en tout cas pas forcément suivant les règles de circulation. Donc on a voulu montrer que notre véhicule était suffisamment mature pour affronter toutes les situations, même celles qui ne sont pas exactement prévues par le code de la route. Et donc 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météo. Et donc alors le bilan de cette opération, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut rester en mode autonome ? Alors sur le périphérique, oui. L'expérience a montré qu'on était 99% du temps en mode autonome, mais évidemment pas quand on sort du périphérique ou quand on change d'équipe. Alors 99, ça veut dire qu'il y a 1% où ça n'a pas marché, grâce à, ou plutôt à cause des... À cause des travaux du pont de Bercy, Pas où que, il y a effectivement à cause des des difficultés. motards aussi. Non, Non, les motards, non, on C'est a vrai. réussi Oui, ça, sur parce qu'il cette expérience. Guillaume fait de la moto, donc j'en profite pour Les motards n'ont pas gêné charrier un l'expérience, petit peu. mais la zone de travaux était difficile pour notre véhicule, donc on a déconnecté une fois par tour pendant quelques secondes. Alors au mondial, vous avez annoncé des chiffres, donc vous en êtes, je crois, à 125 000 km, c'est ça, de roulage en mode autonome, en cumulé ? Absolument, alors, si on compte l'Europe seulement, mais on a également des véhicules Parce qu'il y a en les Asie États-Unis aussi, et hein, aux c'est États-Unis. Voilà. Bon, vous en pensez quoi les autres, les 24 heures du périphérique ? Ça serait bien s'il y avait plusieurs écuries qui pouvaient participer. Ah, c'est pas une course, Laurent. Non, c'est pas une course, mais ça pourrait être une démonstration intéressante. Vous avez un problème de micro, on dirait. Un problème de micro, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Je vois que Renault et PSA s'entendent bien, donc ils vont pouvoir se partager le micro. Oui, bon, on ne va pas non plus faire une course sur le périphérique, mais c'est un cas d'usage très intéressant parce que les premières fonctions autonomes iront sur des voies rapides, sur typiquement des situations embouteillées, et le périphérique est un très bon exemple de situation embouteillée. Rémi ? Oui, donc c'est effectivement le cas d'usage que l'on cible. Donc nous, on considère que la voiture autonome, dans un premier temps, doit élever le niveau de sécurité pour les parcours quotidiens et permettre de libérer du temps pour tous ces millions de commuteurs qui se déplacent domicile-travail de banlieue à banlieue. Donc le périphérique fait tout à fait partie des cas d'usage prioritaires. Même si on imagine que, bien sûr, les véhicules de Renault roulent sur d'autres portions de route. Exactement. Donc, alors, comme nous sommes dans le cadre de l'Alliance, donc on a des expérimentations en France, bien entendu, en Allemagne, en Corée. Pour Ah oui, ça, on il y a toute la coopère France aussi d'ailleurs de Nissan, par ailleurs. avec nos amis de Valeo. Nissan, dans le cadre de l'Alliance, nous permet d'avoir accès au Japon et aux États-Unis. Donc, on a une couverture mondiale. Et Bruno Bourguet, côté HERE, vous aidez bien sûr tous les constructeurs. La technologie va permettre d'améliorer la sécurité, mais aussi d'améliorer la productivité. Je crois qu'en France, en tout cas en région parisienne, on passe 55 heures en moyenne par an dans les bouchons. C'est quasiment 2 semaines de travail perdues. Donc je crois que si on peut améliorer ça, on aura fait un grand pas. Je ne pense pas que la loi travail ait prévu le véhicule autonome dans ces textes. Thierry Lehay, on revient à PSA. Vous voulez vraiment pas prendre votre micro ? Bon, c'est pas grave. Il est toujours rouge. Allez-y, je pense qu'il est... Bon. Alors, vous aussi, vous affichez donc un kilométrage assez conséquent, donc 60 000 km à ce jour. Voilà, alors sachant qu'on ne cherche pas forcément à cumuler les kilomètres, des situations sur autoroute. Et on découvre ici en même temps que vous parlez, donc
du roulage à bord d'une C4 Picasso autonome. C'est celle qui avait fait Paris-Bordeaux en octobre dernier. Hein. Tout à fait. Donc on a fait quelques opérations un peu médiatiques sur autoroute, mais en fait, donc ces premières fonctions de conduite autonome seront sur des voies rapides, et les situations intéressantes à tester, on les trouve très proches de nous en région parisienne. Le périphérique en est une, également la 118, la 86 avec... Nous on est allé sur la 13, juste avant la le mondial. 13, tout à fait, et avec des situations où on voit des insertions, on voit de la circulation, on voit des motos, et ça nous permet de tester nos évolutions d'algorithmes progressivement, sans aller très loin en fait. Alors on peut le voir derrière nous, hein, donc la voiture est instrumentée, bien sûr, il y a des caméras. Non, gardez le micro, c'est toujours à vous que je pose des questions, Thierry. Et donc, des journalistes ont participé à ce road trip entre Paris et Bordeaux, et quelles ont été leurs réactions? Bon, moi je connaissais déjà, donc voilà, c'était pas la première fois, mais les autres. Hein. Alors souvent un peu incrédule, parce qu'ils pensaient pas que ça allait marcher comme ça aussi bien. Ils pensaient peut-être que seul Google était capable de faire ça, si ça se trouve. Peut-être, mais sachant que Google se place sur un autre plan, sur le plan des robots taxis. Et je pense confiant, parce qu'il y en a même un qui s'est endormi. Oui, c'était mon voisin, effectivement. Donc il était tout à fait confiant dans la conduite de la voiture. La prochaine phase, en fait, ce sont des conducteurs qui ne sont plus des ingénieurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière le volant, il faut quand même le préciser. Mais là, vous allez le faire avec des conducteurs normaux. Alors, pour les expérimentations sur route ouverte en France, effectivement, il doit toujours y avoir un superviseur derrière le volant capable de rattraper une situation difficile. On est sur des véhicules prototypes. Par contre, pour tester l'interface homme-machine, la collaboration entre le conducteur et le véhicule, on est aujourd'hui sur des tests sur circuit avec des conducteurs naïfs, et on a commencé des tests sur route ouverte avec des conducteurs naïfs. Alors on n'est pas autorisé en France, mais on en a fait en Espagne. Vous appelez ça des conducteurs naïfs? C'est-à-dire des conducteurs connaissant pas la fonction, des gens qui savent a priori pas comment ça marche, à qui on explique pendant 5 minutes un petit peu ce que ça va faire et comment se comporter, et qu'on laisse ensuite interagir avec le véhicule. Très bien, cette fois vous pouvez passer le micro à Rémi Bastien. Donc Rémi, on a découvert il n'y a pas très longtemps l'espace autonome qui avait été présenté d'ailleurs dans le cadre d'une conférence européenne à Amsterdam. Amsterdam, exactement, oui. Oui, alors nous, je pense qu'on a été probablement un petit peu pionniers, puisqu'on avait montré un démonstrateur en début 2014. La Next2 ? Ouais, sur une base Zoé, justement pour montrer le bénéfice client, qui est donc sur ses parcours quotidiens, redonner du temps libre. Donc une voiture autonome et connectée. Donc nous avons effectivement des espaces pour maintenant mettre en œuvre le plan. Je reviens un petit peu sur la notion de kilomètres pour prolonger la réponse de Thierry. Parce que vous en faites aussi. Oui, mais c'est pas une course au kilométrage qui en fera le plus, évidemment. Je ne pense pas. Alors notamment, pour pouvoir donner du temps libre, il faut atteindre un niveau de sécurité qui dépasse ce que fait un conducteur. Donc les kilomètres, c'est une chose. Les heures, quand on parle d'embouteillage, c'est peut-être plus représentatif. Et encore plus représentatif, c'est comment on traite tous les cas délicats de situations de presque accident. Et donc ce qui est très important, c'est de collecter toutes ces situations risquées de façon à ce que nos systèmes soient préparés pour les traiter. Donc nous, on combine de l'expérimentation, de l'analyse de données qu'on enregistre sur ces trajets et de la simulation. La simulation, donc notamment, on a été initiateur d'un projet qui est dans le cadre de Systemix, où nos collègues sont associés. De recherche technologique donc, sur qui le campus est de un Palaiseau. projet SVA, simulation véhicule autonome, qui va aider à accélérer cette démonstration de sécurité. Alors je propose qu'on découvre en animation vidéo comment ça se passe sur Renault, donc à bord de l'espace de dernière génération. Finalement, cet espace, il n'est pas très différent d'un espace classique, qui lui-même déjà bénéficie de beaucoup de capteurs. Alors l'espace d'aujourd'hui, effectivement, on est dans cette progression des aides à la conduite pour améliorer la sécurité. Donc on a déjà à bord un certain nombre de capteurs qui vont contribuer ensuite aux véhicules autonomes, donc radar et caméra dans un premier temps. Et tout le jeu consiste à intégrer ces capteurs pour que la voiture reste une voiture belle et agréable. Je crois qu'ils allaient m'en sortir le slogan Passion qu'on for connaît life, depuis si longtemps. La vie avec passion. Et à dormir bientôt, parce que grâce à la voiture autonome, on pourra aussi faire autre chose. Alors ça, il faudra tout de peut-être suite. quand même attendre un tout petit peu, effectivement.
Et donc, en tout cas, ce qui est important de dire, je crois, c'est que les constructeurs français, Renault et PSA, sont plutôt dans les bons élèves en matière de conduite autonome. Je pense qu'on est dans la course sur notre métier de généraliste. Ça signifie qu'on ne vise pas le marché d'exception de premium. Notre vocation, c'est de pouvoir diffuser ces technologies au plus grand nombre, comme on l'a toujours fait. Je pense que c'est le cas de Renault, mais ça doit être aussi, à mon avis, un peu le cas de nos confrères. Vous confirmez naturellement, Thierry? Oui, tout à fait, avec une petite exception pour la marque DS, où effectivement la vocation à être plutôt pionnière dans ce domaine-là pour le groupe. Oui, c'est vrai que DS étraîne en général les différents services. Alors on va parler de Here, puisque c'est comme ça qu'on prononce. Alors c'est vrai qu'on nous parle tellement de la Google Car, on nous parle tellement de ces gens de la Silicon Valley, Google Maps, mais les cartes qu'utilisent donc les constructeurs, ce sont celles notamment de Here, Bruno Bourguet. Alors déjà, on est très fiers effectivement d'accompagner depuis quasiment 30 ans maintenant, depuis les débuts de la navigation, les constructeurs automobiles du monde entier. Oui, c'est un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Absolument, évidemment. le premier véhicule 94 en Europe, donc avec des cartes HERE pour la navigation. Donc je crois qu'on a contribué depuis déjà de nombreuses années à une meilleure sécurité dans les véhicules. Et maintenant, la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on va accompagner les constructeurs pour la voiture autonome. Et alors justement, on va découvrir en vidéo, pareil, une petite animation sur les services que prépare Here, parce que donc on va servir en fait des capteurs de véhicules et de la connectivité pour justement prévenir tous les autres véhicules aux alentours. Voilà. Donc ce qu'on a annoncé au mondial, qui prouve qu'il se passe des choses en Europe, au-delà de la Silicon Valley. Et même en France, d'ailleurs, disons-le. Et même en France, ce qu'on a annoncé, c'est que nous allions fédérer les données des constructeurs automobiles pour lancer des services qui vont améliorer l'information trafic, qui vont améliorer la recherche de places de parking. Et qui vous vont commencez améliorer d'ailleurs la par les sécurité. voitures connectées de vos actionnaires, puisque... Avec les voitures Ça de en fait nos déjà un petit actionnaires, peu. mais on est ouvert à tous les constructeurs. Et je crois que ce qui est très important, c'est qu'en fait, pour la voiture autonome, on va donner un horizon électronique. Qu'est-ce qui se passe au-delà des capteurs? Qu'est-ce qui se passe au-delà d'un virage, par exemple? Par exemple, c'est ce qu'on voyait à l'image, donc un véhicule qui freine, ou plusieurs véhicules qui freinent au détour d'un virage, on peut se dire, tiens, il se passe peut-être quelque chose. Absolument. Donc on va pouvoir avoir tout un tas d'informations qui vont remonter des véhicules, qui vont arriver sur notre plateforme, qui est une plateforme ouverte et qu'on va ensuite redistribuer à l'ensemble des utilisateurs sur la route. Donc ça veut dire quand même des moyens d'informatique colossaux, parce que donc il y a énormément de données qui vont venir des capteurs, il faut les stocker dans le cloud, les traiter et les redescendre après sur chaque véhicule. Ça veut dire qu'il faut avoir des plateformes mondiales, ça veut dire qu'il faut être un acteur très fort, très présent, très global, et il y a des alternatives à ces sociétés de la Silicon Valley que vous avez citées, Donc, et nous en sommes une. Pas que Google et pas non plus que Microsoft, bien que Microsoft soit partenaire de Renault-Nissan pour du cloud, effectivement, sur les voitures connectées. Ce qu'on peut dire peut-être globalement, messieurs, c'est qu'il y a peut-être des partenariats qui vont se faire entre l'industrie classique et peut-être quelques talents de la Silicon Valley. Peut-être un mot là-dessus, Guillaume? Oui, chez Valeo, on considère qu'il y a environ 30 000 startups qui sont d'intérêt pour Valeo, dans tous les champs, que ce soit les champs qu'on vient d'évoquer très techniques, mais aussi les champs qui sont liés à l'homme, à sa compréhension des situations. Donc on a aussi bien des ethnologues que des philosophes, que des ingénieurs très pointus sur le traitement du signal. Et ça, c'est absolument passionnant de voir que la voiture se réinvente avec toutes ces nouvelles idées qui viennent de l'industrie automobile, mais aussi de toutes les industries. Rémi? Oui, je pense qu'on assiste à donc, un secteur qui s'ouvre de plus en plus avec des liens avec d'autres industries. Si on prend la perception, par exemple, il y a des acteurs du médical évidemment concernés par la vision, pour lesquels il y a déjà on a entamé des discussions avec eux. Et on voit aussi qu'on doit coopérer, par exemple, on cite les cartographes, mais les entreprises d'autoroute, par exemple, également, c'est un lien qu'il faut ça, c'est des établir. acteurs presque naturels, parce Absolument. que bon, ils gèrent le trafic, donc ils ont des caméras, ils ont tout ce qu'il faut. Et pour la voiture autonome, autre relation qu'il va falloir établir, c'est avec le secteur des assurances, par exemple. Donc on voit qu'en fait, dans notre progression, on va être amené à des Vous n'êtes plus tout coopérations. seul, il faut un écosystème. Exactement. Thierry Lehay? Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a un point majeur, c'est que le logiciel devient de plus en plus clé dans l'automobile. Ce qui veut dire qu'il faut donc avoir des compétences en interne aussi pour maîtriser ça.
Tout à fait, le constructeur se doit d'architecturer les systèmes, alors qu'ils soient embarqués dans le véhicule ou débarqués d'ailleurs, hein, pour être compatibles des différents services, et puis d'avoir des compétences de logiciel, parce qu'une partie de la sécurité sera faite par le logiciel. Je passe sur les millions de lignes de code, les comparaisons entre les avions, les voitures, Des centaines etc. de millions même, hein, ça atteint des chiffres... Alors, pas encore des centaines de millions, mais on atteint loin. pas loin, tout à fait, on atteint des chiffres très importants. Et il faut pouvoir maîtriser tout ça en toute sécurité. C'est un nouveau métier qui s'ouvre à nous à grande échelle. Je pensais à la sécurité même biométrique, parce que dans votre partenariat avec Safran, Guillaume de Vauchel, il y a la caméra tournée cette fois vers le conducteur et qui regarde ce qui se passe. D'abord si c'est bien le bon bonhomme qui est derrière le volant. Tout à fait, c'est assez paradoxal de voir que la conduite autonome nécessite une compréhension extrêmement fine de ce que fait le conducteur. Et d'abord, qui est le conducteur, qui est à bord. Donc typiquement l'accès se fait grâce au smartphone, on reconnaît le smartphone. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait? Donc on reconnaît, on mesure les mouvements de la pupille, le diamètre de la pupille, le mouvement des paupières, le mouvement des tempes, etc., pour connaître parfaitement son état cognitif. Alors, Bruno Heer a été américain pendant un certain temps, a appartenu à Nokia, aujourd'hui est basé en Allemagne, donc avec des forts actionnaires qui sont des constructeurs allemands. En tout cas, vous avez une culture mondiale de tous ces événements, et donc on voit que c'est à l'échelle de la planète, finalement, que cette prise de conscience s'opère. Oui, les enjeux sont planétaires et il faut être capable d'avoir des acteurs qui sont assez forts et qui sont capables d'accompagner les constructeurs au niveau mondial. Les constructeurs sont des acteurs mondiaux. Ils doivent répondre aux besoins de leurs clients dans les différents marchés et je crois qu'ils ont besoin de s'appuyer sur des équipementiers, des partenaires technologiques comme nous qui ont une vocation mondiale. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de la législation parce que c'est un tout petit peu important quand même, même si elle évolue. Est-ce que vous êtes confiant dans l'évolution de cette réglementation, sachant que la Convention de Vienne, par exemple, a déjà un peu évolué en mars dernier ? Alors ça c'est également, quand on parlait de coopération, vous savez que dans le cadre français, il y a un plan Nouvelle France industrielle qui a été construit, pour lequel donc, il y a un groupe interministériel qui a notamment fait récemment donc, cette ordonnance qui va permettre les essais avec un conducteur qui peut faire des tâches annexes de conduite. La Convention de Vienne fait l'objet de groupes au niveau de l'ONU pour une révision et on voit aussi aux États-Unis la NHTSA qui a publié la semaine dernière l'équivalent de la sécurité routière, voilà, oui. Et qui va finalement poser les conditions pour pouvoir introduire, je pense, étape par étape, donc cette montée en délégation de la voiture. Sachant que les États-Unis, comme c'est 50 États, ils peuvent avoir éventuellement oui, bon, le fédéral quelques aura prises de position hétérogènes, non ? Et peut-être, donc là, vous avez cité tout à l'heure l'événement à Amsterdam, donc les 28 ministres des transports de l'Europe ont fait une déclaration pour promouvoir donc, le véhicule autonome. Donc je pense qu'il y a une volonté politique. Ensuite, il y aura également des précautions pour l'introduire en toute sécurité. Mais je pense que la dynamique est tout à fait engagée. En tout cas, la plupart des constructeurs annoncent 2020 comme étant l'horizon pour des premiers véhicules, on va dire, assez hautement automatisés sur voie rapide. Constat partagé par vous tous ici. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est l'horizon. À un an près, on est plus ou moins un an selon les constructeurs, on est dans cette fourchette-là. En tout cas, nous, on prépare notre cartographie du futur pour pouvoir accompagner nos constructeurs à cet horizon. Cartographie qu'on pourra donc télécharger, mettre à jour en temps réel. C'est une cartographie qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait jusqu'à présent, puisqu'elle devra être... Avant, il fallait un CD, un DVD, voilà, c'était disque dur. C'était un peu les anciens temps. Maintenant, nous sommes beaucoup plus modernes. La cartographie devient beaucoup plus précise et surtout, elle devient mise à jour en permanence. Petite question piège pour Guillaume de Vauchel. À quand le scooter ou la moto autonome ? Parce qu'après tout, on parle de la voiture. Est-ce que ça peut se décliner sur d'autres moyens de transport ? Alors là, c'est une question piège pour un passionné de moto. Non, plus sérieusement, je pense que les pouvoirs publics appellent de leur vœu ce véhicule autonome. Pourquoi ? Parce que, Rémi l'a dit tout à l'heure, c'est un élément très important de sécurité, mais aussi c'est un élément qui va permettre de faire disparaître les embouteillages du centre-ville grâce aux nouveaux usages. Donc on a moins besoin de moto, alors c'est ça que je comprends. Peut-être que ceux qui ne sont pas passionnés se déplaceront de nouveau en 4 roues. Merci à tous en tout cas d'être venus sur ce plateau. À suivre notre expert du jour. Il
Il est en train d'arriver sans se presser, notre expert du jour, qui est donc Nicolas Meillon de Frost & Sullivan. Tu es ingénieur conseil énergie transport. Alors tu as choisi de parler de voitures électriques ce matin. Alors c'est vrai qu'il y a des autonomies très importantes qui sont affichées par plusieurs constructeurs. Oui, effectivement, ce salon, ce mondial est un petit peu la renaissance de la voiture électrique, puisqu'on voit des voitures, Renault qui annonce 400 km d'autonomie, Volkswagen qui présente un concept aussi de peut-être 600 km d'autonomie, donc le fameux problème de la voiture électrique qui était l'autonomie. On semble en venir à bout. Alors, bon, c'est toujours une question. Aujourd'hui, si on regarde le marché de la voiture électrique, on reste toujours sur des 1% des ventes. Donc, et 1% avec des subventions, donc 1% quand on a une subvention, effectivement, et quand la subvention s'arrête, ce qui commence à être le cas, ça a été le cas aux Pays-Bas, ça a été le cas au Danemark, et là, les ventes ont baissé de 80%. Donc on voit qu'il y a encore un écart trop important sur le prix entre la voiture électrique et la voiture normale, conventionnelle. Parce que cette voiture électrique, elle existe, mais elle est plus chère, il faut le dire. Elle est plus chère, et en fait, les pays dans lesquels elle se vend, on va prendre l'exemple de la Norvège, qui est le champion de la voiture électrique, avec presque 30% des ventes, une voiture sur trois qui est une voiture électrique. Ils sont d'ailleurs arrivés à un point où ils ont presque trop de voitures électriques, finalement. Voilà, parce qu'en fait, les voitures électriques ont le droit de prendre les fils de bus, et donc les fils de bus sont plus embouteillés que la route normale, et donc ils sont en train de réfléchir pour revenir sur ces avantages. Mais qu'est-ce qui se passe en Norvège? En fait, en Norvège, si vous achetez une Golf thermique, elle coûte 20, mais elle va vous coûter 40, parce qu'il y a 100% de taxes. Et si vous achetez une Golf électrique, elle vous coûte 35, et comme il n'y a pas de taxes, elle vous coûte 35. Donc la voiture est moins chère. Alors vous parlez de Golf, Volkswagen serait donc le premier constructeur en Europe pour les voitures électrifiées. Alors effectivement, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est vraiment tout récent et c'est une bonne nouvelle pour Volkswagen après le scandale lié au diesel de l'an dernier. Volkswagen a lancé deux voitures assez récemment, la Golf GTE qui est un plug-in, un véhicule hybride rechargeable, et la Passat GTE. Et avec en plus leur Golf i, qui est leur troisième voiture électrique, ils ont totalisé plus de 18 000 voitures vendues en Europe à août 2016 et passent devant Renault en tant que premier constructeur de voitures électrifiées, comme vous le dites. Alors, Tesla aussi a fait parler de lui il n'y a pas très longtemps, avec quelques chiffres. Oui, alors Tesla, une bonne nouvelle plutôt de Tesla, qui a annoncé ses livraisons pour le troisième trimestre, donc presque 25 000 voitures vendues. Et donc Tesla devrait finir à peu près l'année à 80 000 voitures. Alors ce qui est plus compliqué pour Tesla, c'est que là on voit un certain nombre de pays où ils n'ont pas le droit à subvention. C'est le cas en Allemagne. Les Allemands ont fait exprès de mettre la subvention jusqu'à 60 000 euros pour que les Tesla ne puissent pas l'avoir. Ils ont choisi le chiffre, c'est pas par hasard. Pas par hasard, mais les Français, pas par hasard non plus. Dans le nouveau programme, le plan des finances 2017, a priori, le subventionnement sera capé à 40 000 euros. Donc la grande question, c'est est-ce que la Tesla 3 va vraiment sortir à 35 000 euros ou est-ce que son prix va glisser et ferait qu'elle n'aura pas accès aux subventions en France? Alors peut-être qu'ils vont retirer quelques équipements pour qu'elle arrive juste en dessous. Alors bien sûr, la version de base sera en dessous, mais le prix sera la subvention sera sur la voiture qui est achetée. Et donc il y a de fortes chances de dépasser les 40 000 euros. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est l'offensive des constructeurs allemands, parce que c'est vrai que Mercedes est en pointe, BMW continue. On a beaucoup critiqué à une époque les Allemands, mais l'électrification, ils y vont quand même tous azimuts. Alors ils y vont, mais ils ont des approches assez différentes. Mercedes avait été attentiste, entre guillemets, et là, effectivement, sur le salon, ils ont annoncé plusieurs véhicules électriques. Vous avez aussi BMW, qui a été plutôt précurseur avec son i3, mais dont les ventes, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Et ce qui est intéressant, c'est quand même Volkswagen, parce que Volkswagen, et ça fait un certain temps que je le dis, il réplique la stratégie de Toyota qui est de mettre une plateforme hybride, mais pour le cas de Volkswagen, rechargeable, sur tous leurs véhicules. Et donc, ils ont pris la tête, et je pense qu'ils ne sont pas prêts de la perdre sur les voitures électrifiées. C'est dommage que Mme Hidalgo ne sache pas tout ce que fait Volkswagen, parce que bon, elle a beaucoup critiqué le diesel, mais ici, quand on regarde effectivement les voitures électrifiées, elles sont un peu partout sur le mondial, et aussi chez les constructeurs allemands. Mais elle peut aussi favoriser Volkswagen, puisque la prochaine étape pour les villes qui veulent être entre guillemets propres, ça va être de restreindre, comme à Londres, l'accès à un hyper-centre-ville aux voitures seulement électrifiées, ou dans les jours où la pollution est plus importante, d'empêcher les voitures thermiques d'accéder aux villes. Et ça, ce sera un vrai boost aussi pour la voiture électrifiée.
Et pour la petite histoire, j'ai rencontré récemment l'architecte digital de Volkswagen, Johan Jungwirth, et lui aimerait bien justement collaborer avec la ville de Paris, notamment sur les aspects transport intelligent, mais bon, pour l'instant, il n'a pas reçu de réponse malheureusement pour lui. Merci Nicolas Meillan d'être passé sur Autotechno. Dans un instant, on parle de la voiture connectée. Et nous sommes avec Heliocity, une start-up qui vient du Schnorr. Bonjour Yvan Gravier. Vous êtes basé près de Lille, excusez-moi pour ce clin d'œil. Alors, on vous donne notamment le boîtier XI, un boîtier connecté qui permet de faire donc de l'entretien connecté chez Noroto et chez Midas. Oui, le boîtier, c'est la technologie en fait qui nous permet de connecter tous les véhicules à Internet, quelle que soit l'année, quel que soit le modèle. Donc, c'est vraiment une technologie agnostique. Le vrai apport et le vrai savoir-faire de XI, c'est en fait une plateforme qui permet à des tiers, à des acteurs de l'automobile et de la mobilité en général, de développer des services. Alors justement, on va voir ça en photo parce que donc c'est un véritable écosystème que vous êtes en train de créer. Voilà, ça apparaît sur les écrans. Tout à fait. Donc effectivement, vous êtes un petit peu l'Apple Store de la région Hauts-de-France. Pour nous, la période est magnifique puisque les automobilistes ne veulent plus être propriétaires. Ils veulent utiliser des véhicules qui leur sont mis à disposition. Et donc, ils veulent se débarrasser de toutes les contraintes de cette utilisation. L'entretien, le réservoir, l'assurance, la garantie, le vol. Bref, et nous, on est là exactement pour permettre à des tiers de venir proposer ces services en connectant la voiture à Internet. Donc, par exemple, on travaille avec une toute petite start-up qui s'appelle TankYou, qui vient faire le plein de votre voiture sur le parking de merci, mais Tank, exactement, qui vient faire votre plein de réservoirs sur le parking de votre entreprise. On travaille également avec Indigo, ce qu'on a annoncé avant-hier sur ce même salon. Ex-Vinci Park, pour ceux qui n'auraient pas choisi. Donc finalement, l'époque est belle, qui fait que les automobilistes ont besoin de services immédiats sur leur smartphone, de façon à se débarrasser finalement de toutes les peines autour de leur voiture. Alors vous parliez à l'instant de la propriété des données. Alors justement, dans l'actualité, il s'est passé quelque chose ce matin. Oui, je pense que c'est un signe des temps. De toute façon, il est clair que les données qui sont générées par l'automobiliste lui appartiennent. Nous ne sommes qu'un tiers de confiance à qui il donne le droit de les utiliser pour lui faciliter la vie. Vous me précisez donc l'histoire à laquelle je fais référence Oui, ce matin, c'est paru, je crois, chez un de vos confrères spécialistes de la presse radio. Je crois qu'Orange s'est vu attaqué et condamné pour ne pas avoir, je crois, gérer la remontée des données privées des salariés. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel il faut se préparer. Donc nous, notre technologie, elle permet à toute personne l'utilisant de désactiver la remontée des données. Elle est conforme évidemment à toute cette réglementation qui stipule que chaque personne qui remonte les données doit vous l'autoriser, doit pouvoir enlever cette autorisation à tout moment. Et puis enfin, évidemment, la technologie, elle est non intrusive dans le véhicule, elle n'écrit jamais sur le véhicule. Et puis, elle est sécurisée, évidemment, au moins aussi bien que dans le spatial, pour essayer de vous garantir la meilleure utilisation possible et ne pouvoir se concentrer finalement sur les services qui facilitent la vie du driver et gommer tous ces aspects très techniques, mais néanmoins indispensables. Alors, vous allez souvent, Yvan Gravier, dans la Silicon Valley, pour prendre un petit peu la température. Comment voyez-vous le parallèle avec ce qui se passe actuellement en Europe et en France ? En Silicon Valley, ils parlent déjà tous de voitures autonomes. Donc ils sont déjà dans l'étape d'après. Ils sont déjà dans l'étape d'après. La bonne nouvelle pour nous également, c'est que de toute façon, les véhicules autonomes seront connectés. Elles seront cartographiées, géolocalisées et connectées. Donc nous trouverons une transition vers le véhicule autonome. J'en ai aucun doute. Alors localement, dans le Nord, vous faites aussi donc des événements pour justement chercher les pépites finalement qui peuvent vous aider. Nous faisons des événements, donc bientôt il y aura la journée de la mobilité connectée qui va réunir, l'année dernière elle avait réuni 800 invités, cette année on en attend plus de 3500 venant de l'Europe entière sur la thématique justement de cette nouvelle mobilité, la façon dont les gens utilisent leur voiture mais dans un écosystème et dans une ville équipée de différents moyens et comment on va pouvoir nous faciliter ce quotidien de l'automobiliste en exploitant les données qui viennent de la voiture pour lui proposer des services et finalement effacer tous ces petits tracas.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que, naturellement, vous avez des liens étroits avec le groupe Mobivia, hein, qui est parti de la success story de Noroto. Enfin, quand on voit l'évolution, comment on passe du centre auto finalement à la voiture connectée, et puis tous les services liés à la mobilité, c'est surtout ça en fait, parce que vous n'êtes pas concentré que sur le véhicule lui-même. Le groupe Mobivia a eu la clairvoyance de créer VIA-ID, en fait, qui est un accélérateur qui travaille en synergie avec le groupe, mais qui laisse toutes ces startups très autonomes se développer en toute indépendance par rapport au groupe. Donc on a finalement le meilleur des deux mondes, un groupe qui peut tester nos produits en tant que client, et un incubateur qui s'appelle VIA-ID qui peut nous laisser croître, nous développer en toute indépendance. Et le succès est remarquable puisque VIA-ID, c'est maintenant 17 startups. Parmi les plus connus, Drivey, WazeUp, que mon collègue citait tout à l'heure, et bien sûr Heliocity. Donc c'est un environnement Drivey qui sera là d'ailleurs demain, parce qu'on consacre un plateau aux nouvelles mobilités. Il y a l'Innovation Forum qui a lieu demain. On voit que les startups sont accueillies sur certains stands. On va dire que les vents sont plutôt porteurs pour vous? Oui, venez nous voir. D'ailleurs, nous aurons un stand demain après-midi. Donc, oui, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous porte, c'est le fait que l'utilisateur ne souhaite plus être propriétaire, souhaite utiliser un objet qui est la voiture, et son utilisation doit être la plus transparente, facile, aisée possible. Et donc, tout ce qui contribue à cette facilité du parcours est le bienvenu. Et la voiture connectée, c'est ça. C'est utiliser les données de l'intérieur du véhicule, d'utilisation et de technique du véhicule pour faciliter finalement l'usage à un automobiliste qui veut se débarrasser de tous ces problèmes. Dernière question. On a des compétences en France, on a des chercheurs, on a des ingénieurs. Enfin, est-ce qu'on a le potentiel pour y arriver? Alors déjà, à Lille, on est extrêmement connecté sur l'Europe. Donc c'est l'avantage de ne pas être parisien, c'est qu'on est amené à s'ouvrir vers la Belgique, vers l'Allemagne. Donc notre marché est européen, nous on est présents sur 5 pays aujourd'hui. Et ce n'est pas la France le pays qui accélère le plus, même si évidemment sur les quelques dizaines de milliers d'automobilistes et les 200 000 unités que nous avons vendues, beaucoup seront en France, mais l'étranger se développe beaucoup, et l'Europe notamment. Merci Yvan Gravier. On termine avec la Minute Verte. Et nous parlons de Mercedes ce matin, puisque la marque présente un SUV 100% électrique baptisé Génération EQ. C'est un GLC coupé basé sur une toute nouvelle plateforme qui sera dédiée aux voitures électriques de la marque. Elle pourra adapter ses dimensions pour se décliner sur plusieurs segments de marché, dont le SUV, et c'est le cas sur ces images qu'on découvre ensemble. Sur le SUV, il y aura 2 moteurs électriques, un paressieux pour assurer une transmission intégrale qui, selon Mercedes, offrira le même niveau de sécurité que les modèles thermiques avec le système 4matic. Au niveau du style, car c'est très joli aussi bien à l'intérieur comme ici qu'à l'extérieur, on remarque un traitement plus épuré des formes et une forte signature lumineuse. Ce modèle se distingue par une calandre Black Panel entièrement vitrée avec l'étoile rétro-éclairée. L'éclairage Electric Blue se retrouvera lui sur les toutes futures Mercedes électriques. Ce SUV reste encore un concept, mais il préfigure un modèle de série qui sortira en 2020. Et la marque EQ, c'est en fait un label, puisque tous les futurs modèles électrifiés seront concernés. 10 voitures d'ici 2025, de la petite citadine jusqu'au gros SUV. Voilà, c'est terminé pour Autotechno. Merci de suivre la TV du Mondial. Je vous dis à demain pour un nouveau débat techno où nous parlerons des nouvelles mobilités. Salut à tous.